Et on va commencer par Mathieu Lefebvre. Alors, je suis très heureux d'avoir Mathieu alors à la fois pour des raisons personnelles que je ne détaillerai pas, mais surtout, il a été ingénieur dans le groupe Air Liquide et ensuite, il a eu une formidable aventure industrielle, start-up d'abord, et puis son entreprise. C'est en 2015, je crois qu'il a créé l'entreprise dont il va nous parler, Waga Energy, dont il est le PDG, et je lui laisse la parole. Mathieu. Bonjour à tous. Donc j'ai la lourde responsabilité de vous garder éveillés après le déjeuner. Merci beaucoup Marc pour cette introduction et je suis vraiment ravi d'être là pour vous partager effectivement ce qui nous motive, l'innovation qu'on a développée pour lutter contre le changement climatique. Donc comme l'a dit Marc, je m'appelle Mathieu Lefebvre, ingénieur donc École centrale de Marseille et 12 ans à l'Air Liquide où j'ai beaucoup appris. On apprend un petit peu à l'école mais beaucoup en entreprise. Et c'est au sein de cette belle entreprise qu'on a imaginé un concept qu'on a ensuite donc développé pour créer Waga Energy en 2015 et dont je vais vous parler. La mission de Waga, le biométhane pour tous, l'idée est qu'on considère vraiment, et ça a été acquis au long des années Air Liquide, que le biométhane, le gaz donc renouvelable issu de la biomasse, est un pilier absolument essentiel de la transition énergétique. Parce que c'est le substitut direct des énergies fossiles, et donc ça remplace le pétrole, le charbon et le gaz, dans tous les usages qui ne sont non électrifiables. Le biométhane pour tous a plusieurs significations. C'est vraiment pouvoir déployer cette énergie massivement au niveau mondial et la rendre accessible pour subvenir à l'ensemble de nos besoins, notamment industrie, chaleur, transport. Vous allez le voir que donc le biométhane est un gaz un peu paradoxal, puisque c'est un puissant gaz à effet de serre, mais aussi une solution en termes d'énergie. L'idée, c'est de trouver un modèle économiquement viable pour lutter efficacement contre les émissions de méthane, qui sont, de notre point de vue, une priorité absolue pour lutter contre le changement climatique. Alors, comment on fait tout ça? D'abord, très rapidement, et ça vous êtes, je pense, tous bien au courant, mais je vais le dire avec mes mots, on dépend aujourd'hui encore totalement, et pour encore quelques temps, totalement des énergies fossiles. 85% des énergies qu'on consomme sont des énergies fossiles, que ce soit du pétrole, du charbon et du gaz. Et donc, avec quelques caractéristiques malheureusement intangibles, ce sont des ressources finies. Donc, à un moment donné, quand le réservoir sera vide, on ne pourra plus aller faire le plein, il faudra bien trouver des alternatives. Des ressources qui sont mal distribuées sur la planète. Et donc, avec les risques géopolitiques associés, je pense que l'époque contemporaine nous a bien éclairé là-dessus. Bon, évidemment, source de pollution à la fois à l'usage comme à l'extraction, avec un petit impact climatique lié aux émissions de dioxyde de carbone. Là aussi, je vous apprends rien. Et puis des impacts de gouvernance, parce que c'est des énergies qui sont très centralisées dans les mains de quelques-uns qui ont du coup beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Alors plus particulièrement, une de ces énergies, le méthane, qui, comme je le disais, est un gaz vraiment ambivalent. Certains parlent du méthane comme une énergie de transition. Le côté yin, le côté yang. Le méthane, bien moins connu que le dioxyde de carbone, donc issu de la consommation des énergies fossiles, c'est le deuxième contributeur au réchauffement climatique, dans le sens de l'élévation concrète des températures d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'a pas de neige dans les Alpes ou que la banquise fond à toute vitesse. C'est un contributeur majeur, donc sur une base 20 ans, c'est 84 fois l'effet du CO2, encore plus dans la vie réelle, puisque c'est un gaz qui a une durée de vie de l'ordre de 9 à 10 ans dans l'atmosphère. Et donc, c'est la priorité absolue, donc encore une fois, de par la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Et d'un autre côté, vous voyez, c'est la seule énergie fossile qui est en train de croître quand le pétrole et le charbon sont plutôt stabilisés ou en train de décroître. Pourquoi? Parce que mieux répartis sur la planète et à l'usage, certains d'entre vous doivent probablement cuisiner au gaz, bien moindre pollution, notamment en termes de SOx, de NOx et de particules. Donc une énergie et un gaz à effet de serre. Alors, d'où proviennent les émissions de méthane aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que 50 à 65% à peu près des émissions de méthane sont d'origine anthropique, c'est-à-dire que nous sommes responsables de la majorité de ces émissions de méthane.
Le gros, c'est tout ce qui est oil and gas, donc l'exploration, l'extraction du gaz, du pétrole qui entraîne des fuites, des imperfections et donc qui émet du méthane. Et il y a également à la fois donc, nos méthodes de culture et d'élevage du cheptel et nos déchets. Et on y reviendra juste après. Et puis il y a quelques sources d'origine naturelle et des puits d'origine naturelle. Alors, si on regarde un peu plus près donc, les émissions de méthane, donc, je le redis, parce que c'est quand même clé, 30 à 40%, et c'est l'IPCC qui le dit, de l'augmentation concrète des températures d'aujourd'hui, c'est le méthane. Et on peut agir dessus, très rapidement. Première innovation technologique très récente qui va être d'un soutien, je pense, important à l'avenir dans la lutte contre les émissions de méthane, c'est la détection de ces émissions par les satellites. Il y a de plus en plus de satellites, et les nouvelles générations vont être encore bien plus précis, qui arrivent à détecter les émissions de méthane, alors à partir d'un certain seuil, au niveau de la surface de la Terre. Ça, c'est majeur parce qu'en fait, on voit les sources concentrées de méthane, celles sur lesquelles on va pouvoir agir, parce que le méthane, du coup, a une valeur économique puisque c'est une énergie. Évidemment, on ne voit pas les éruptions des vaches ou les émissions de méthane des rizières, puisque tout ça, c'est beaucoup trop diffus. Un dernier chiffre sur l'urgence de l'enjeu, le méthane, la concentration en méthane depuis l'ère pré-industrielle a été multipliée par 2,6. C'est-à-dire que la croissance de la concentration de méthane dans l'atmosphère est considérable, bien plus rapide que le dioxyde de carbone, qui a augmenté de 40 à 50%. Si on veut respecter l'accord de Paris, étant donné que c'est un des principaux contributeurs du réchauffement concret, eh bien, il faut absolument agir sur le méthane. Et vous voyez l'inversion de courbe qu'il faut pouvoir assurer dans les mois, les années qui viennent, c'est un effort considérable. On va plus particulièrement s'intéresser, donc par la suite, à une source d'émissions de méthane particulière, donc le gaz qui est produit par les installations de stockage des déchets, les décharges. Alors, il faut savoir que l'humanité, aujourd'hui, produit à peu près 2 milliards de tonnes de déchets. Et ce chiffre est en très forte croissance, lié à l'augmentation de la population mondiale, à l'urbanisation et l'augmentation des niveaux de vie. La Banque mondiale estime qu'on va produire à peu près 3,5 milliards de tonnes de déchets par an en 2050. L'essentiel de ces déchets vont en stockage, vont en décharge, aujourd'hui, à peu près 80%. Une fois que ces déchets sont stockés, comme ils contiennent de la matière organique, qui est difficile à extraire, et parfois pas du tout triée, elle va se dégrader, comme dans votre estomac, et produire un gaz qui est riche en méthane. On estime que chaque année, en ce moment, on stocke à peu près 1000 TWh d'énergie dans les installations de stockage de déchets réparties dans le monde. 1000 TWh, c'est plus de la moitié de la consommation d'énergie de la France. Donc c'est un gisement assez important. En coût équivalent gaz nat, alors au prix du gaz d'aujourd'hui, c'est 20-25 milliards d'euros de gisements qui partent aux petits oiseaux. Alors, un tout petit rappel, parce que souvent on me demande, mais les émissions de méthane, le méthane, si tu le récupères et que tu le brûles, ça fait du CO2. Oui. La différence avec le CO2 ou le méthane fossile, c'est que le méthane fossile, donc on extrait du carbone de l'atmosphère, de la lithosphère, du sous-sol, on le brûle et on rajoute du carbone dans l'atmosphère. Le méthane qui est issu de la dégradation de la biomasse, de la matière organique, provient de l'atmosphère. C'est-à-dire que les plantes, pour leur croissance, ont capté le carbone dans l'atmosphère. Ces plantes nourrissent le cheptel ou nourrissent nous-mêmes, font des déchets. Ces déchets vont être transformés par la méthanisation en gaz renouvelable et en digestat. Et le gaz, lorsqu'il va être brûlé, va effectivement réémettre du carbone pour rééquilibrer le bilan au niveau atmosphérique. Il n'y a nulle part d'extraction de carbone dans ce cycle du sous-sol qui vient ajouter du carbone dans l'atmosphère. Et donc c'est une énergie considérée comme renouvelable. Alors, ce biogaz qui est spontanément produit naturellement dans les installations de stockage de déchets à travers une réaction biologique, la digestion anaérobie, pourquoi c'est un pilier de la transition énergétique ? Eh bien parce que c'est la même molécule, le méthane, le principal constituant, que le principal constituant du gaz naturel, qui est aussi le méthane. Sauf que l'un est d'origine renouvelable, l'autre est d'origine fossile. Et donc ça veut dire qu'on a déjà toutes les infrastructures existantes. Il y a 220 000 km de réseau de gaz qui circulent en France.
On a déjà les chaudières, les cuisinières, les bus, les bennes à ordures, tout un tas de véhicules. C'est le premier carburant alternatif au monde. 20 millions de véhicules tournent au méthane. Et donc, le coût de cette transition du gaz fossile au gaz renouvelable est extrêmement marginal et il faut juste le produire. Donc, récupérer le méthane issu des installations de stockage de déchets pour lutter contre ces émissions de méthane et substituer un gaz fossile par ce gaz renouvelable, on a un double impact sur le changement climatique, donc à la fois de réduction des émissions de méthane et de substitution d'un gaz fossile. Et on est vraiment, je dirais, à l'intersection de trois enjeux majeurs. Le climat, évidemment, lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en tout genre, dioxyde de carbone comme méthane, les déchets qu'il faut absolument valoriser, recycler, et la production d'énergie locale, renouvelable et compétitive. Alors plus précisément sur le gaz de décharge. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de cette énergie potentielle, elle est perdue. D'où le nom de WGA Energy, Wasted Gas Energy, l'énergie des gaz gaspillés. La moitié est émise à l'atmosphère, donc un des gros contributeurs du changement climatique. L'autre moitié est à peu près efflairée et torchée pour éviter l'impact sur le climat, mais donc évidemment avec aucun intérêt d'un point de vue énergétique. Une petite partie de ce gaz, à peu près 10%, est brûlée dans des moteurs pour faire de l'électricité. Sauf que cette électricité coûte cher, beaucoup plus que du photovoltaïque ou de l'éolien ou de l'hydraulique, et a été subventionnée en fait par les États, par la puissance publique pour donc valoriser cette énergie. Mais aujourd'hui, l'argent est mieux utilisé à développer de l'éolien, du photovoltaïque ou de l'hydraulique plutôt que produire de l'électricité très chère. D'autant plus que, pour le coup, du gaz renouvelable pas cher, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc ça, c'est la dernière des valorisations, celle que l'on souhaite déployer massivement au niveau mondial. Alors, avant de rentrer dans le sujet d'innovation technologique qui nous a amené à faire WGA, bien comprendre quel est le problème posé. Alors, le problème d'un point de vue énergie-climat, vous l'avez bien compris. Le problème sur le déchet et les installations de stockage de déchets. Il faut imaginer que c'est des sites immenses, souvent des anciennes carrières, et les opérateurs donc, de l'environnement, les gestionnaires de déchets, vont venir stocker les déchets dans ce qu'on appelle des cellules, et vont avancer tous les 6 mois, cellule après cellule. Il y a donc une zone ouverte dans laquelle les déchets sont déversés et compactés, et des zones qui sont progressivement fermées, étanchéifiées autant que possible pour éviter d'avoir un impact environnemental trop fort. Dans cette zone fermée, il y a une membrane, alors soit c'est une couche d'argile, soit c'est une membrane en plastique, et ensuite des puits sont forés avec des tuyaux de plastique perforés pour aller collecter le gaz qui va être spontanément produit par les déchets une fois qu'ils sont en anaérobiose, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Pour récupérer ce gaz, il faut appliquer du vide, il faut aspirer le gaz pour le conduire préférablement, que le chemin préférentiel soit à travers le système de collecte de gaz. Vous comprenez bien que sur le casier ouvert qui est en train d'être stocké, le méthane peut facilement s'échapper. 50% des émissions de méthane proviennent du casier ouvert et 50% du casier fermé, puisque ces sites sont de très grande taille et jamais complètement étanches. Ensuite, et ça c'est physique, c'est très facile à comprendre, plus vous aspirez, plus vous allez capter de cette ressource, mais vous allez également faire rentrer de l'air. Et donc avoir un mélange de méthane et de CO2, la base de la méthanisation, mais également toutes les impuretés qu'on trouve dans les déchets, et de l'air, azote, oxygène. Ça, c'est très problématique, parce que ça n'existe pas dans la nature, et donc séparer le méthane de l'air, c'est la problématique à laquelle on s'est cogné pendant 15 ans, avant de trouver une solution qui convienne. C'est nécessairement créé par l'homme, parce que vous l'avez compris, le méthane et l'oxygène, ça réagit. C'est pour ça que la durée de vie dans l'atmosphère est très faible, est de 9 à 10 ans. Il n'existe pas dans la nature de coprésence de méthane et d'oxygène, uniquement dans des applications créées par l'homme, les mines abandonnées et les décharges. Alors, juste avant de rentrer un peu plus dans la technique, qu'est-ce que c'est qu'une décharge? C'est un gisement d'énergie sur plusieurs décennies, parfois 100, 120 ans, assez considérable et prévisible. Tant qu'on a du déchet, on stocke ces déchets et ils vont produire ensuite pendant des années. Vous voyez qu'une décharge, c'est une accumulation de cellules. Donc là, j'en ai juste modélisé 2, mais ça va être des dizaines de cellules qui vont progressivement être fermées
Et une fois que le site est plein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de foncier disponible, alors le site est fermé et il va y avoir une dégradation de l'ordre de 3 à 4% par an. Et donc, ça va durer encore pendant quelques décennies. Tout ça, c'est un gisement d'énergie renouvelable à proximité des villes qui est disponible et qu'il faut évidemment valoriser. Alors, comme c'est un organisme vivant, puisque c'est des bactéries qui vont se développer spontanément, c'est imprévisible. Elles produisent moins la nuit que le jour, un peu plus en anticyclone qu'en dépression, un peu plus quand il a plu qu'après un épisode sec. Donc il faut bien comprendre qu'on va avoir une production imprévisible, extrêmement variable en composition et en débit. Comme on veut récupérer ce gaz, il faut appliquer du vide, et donc on va avoir une teneur en oxygène et en azote variable également. Donc il faut réussir à développer une technologie qui soit capable de récupérer le méthane à une qualité très pure, en ayant un intrant qui est extrêmement variable et très complexe. Et puis, il y a tout un tas d'impuretés. Donc, après avoir analysé pas mal de sites, là, j'en ai pris un petit échantillon, on voit en fait que la teneur en azote et en oxygène varie entre, généralement, 10 et 20%. 10 et 20% d'air à enlever du méthane. Bien, pour répondre à cette problématique technique qui était posée, on a eu l'idée, donc en 2007, le responsable du pôle procédé d'air liquide, de coupler la séparation par membrane et la distillation cryogénique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'histoire de cette innovation. La technologie par membrane, donc c'est des fibres polymères creuses qui font la taille d'un cheveu, 2 millions à peu près de fibres par module. On va travailler par perméation gazeuse, c'est-à-dire qu'on va pousser le gaz à 10-12 bars, et uniquement le CO2 va d'abord se dissoudre dans le plastique, puis ensuite permer à travers la couche de vitrification plastique. Cette séparation par membrane, c'est une technologie qui est née de la pétrochimie dans les années 90, inventée par Air Liquide et Dupont de Nemours. Donc c'est une des dernières nées des technologies dans le domaine de l'épuration du gaz. Ça fonctionne comme un filtre, et ça permet de faire une séparation grossière. À partir de 2002, on a commencé à l'appliquer au biogaz. Aujourd'hui, 80-90% des unités d'épuration de biogaz à la ferme, méthanisation agricole ou agro-industrielle, utilisent la membrane. C'est hyper efficace. Un compresseur, on pousse le gaz et ça enlève le CO2. Le problème de cette technologie, c'est que ça n'enlève pas l'azote et l'oxygène du méthane. Et donc, il fallait coupler cette technologie avec une autre technologie. Et là, assez logiquement, ce responsable du pôle procédé étant un cryogéniste, a eu l'idée d'appliquer la distillation cryogénique, qui est la technologie sur laquelle s'est fondé le groupe Air Liquide en 1902. Séparer les gaz de l'air, on comprime de l'air, on distille l'azote et l'oxygène pour avoir l'azote d'un côté, l'oxygène de l'autre, qui va servir à l'industrie ou au médical ou à tout autre usage. La distillation permet de séparer ce qu'on appelle les légers, les molécules légères, ce que sont le méthane, le CO2, le méthane, l'azote et l'oxygène. Et donc coupler la membrane et la distillation cryogénique, ça c'était en 2007, cette idée-là, c'était, de notre point de vue, le meilleur concept sur le papier pour épurer le gaz de décharge. La problématique, c'est que quand on distille du méthane et de l'azote, il n'y a pas de problème, ça on fait sur tous les puits gaziers. Quand on distille de l'oxygène et de l'azote, il n'y a pas de problème, c'est le métier d'Air Liquide. Mais quand on distille de méthane, de l'oxygène et de l'azote, on fait une bombe. Parce que le premier gaz à se liquéfier, c'est le méthane, le deuxième, c'est l'oxygène, et ensuite, le plus léger, c'est l'azote. Et donc, vous allez avoir une coprésence d'oxygène et de méthane. Donc, ça nous a pris un petit moment à essayer de faire un épurateur et non pas une bombe, et ça a été l'objet d'un de nos brevets. Donc, ça paraît simple sur le papier, mais ça nous a pris 10 ans pour trouver la solution. Donc, je voulais expliquer, en fait, pourquoi aujourd'hui, ce gaz n'est pas valorisé sous forme de biométhane, parce que technologiquement, c'est complexe, parce que ces 3 molécules sont des molécules légères qui se comportent à peu près de la même manière à température ambiante. C'est-à-dire que la technologie de référence pour la séparation de ce type de gaz, c'est l'adsorption à température ambiante, mais la sélectivité d'adsorption entre ces 3 molécules est très faible. Et donc, si vous voulez enlever en gros une molécule d'azote, vous allez perdre une molécule de méthane avec. En utilisant la distillation cryogénique, donc les basses températures, ce qui était le métier d'Air Liquide, et là, on gagne en gros de la sélectivité, du pouvoir séparateur, de manière considérable. Et on obtient des rendements extrêmement élevés pour cette distillation. L'effet, c'est celui-là, c'est-à-dire que, quelle que soit la teneur en air, en utilisant la distillation cryogénique, cette technologie va nous permettre d'avoir un très haut rendement d'extraction. C'est-à-dire qu'on va être capable de récupérer l'essentiel des molécules de méthane qui arrivent dans cette machine. Quand les technologies de référence
ont une performance d'extraction, donc le taux d'extraction, la quantité de méthane extraite sur la quantité de méthane entrante, va s'effondrer dès que la teneur en azote va augmenter. Puisque c'est ce que je vous ai dit juste avant, on perd une molécule de méthane par molécule d'azote enlevée. Ça a un impact énorme sur le climat. Pourquoi? Parce que la solution de base, du coup, c'est soit on utilise cette technologie, mais du coup, il faut contraindre le site au niveau de l'aspiration. Je vais y revenir. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des entrées d'air, on va aspirer tout doucement et avoir du bon gaz. Mais dans ces cas-là, une grosse partie du méthane va partir aux petits oiseaux. Si vous aspirez fort, eh bien, vous allez avoir des entrées d'air et un mélange donc de méthane, d'azote et d'oxygène. Et avec les technologies de référence, vous allez perdre 30, 40, 50% de votre méthane au niveau du taux d'extraction. Ce qui fait que le projet n'est pas viable. Donc la distillation cryogénique, en fait, c'est la technologie. Ça va permettre de réduire massivement les émissions de méthane en amont et de transformer toute cette pollution en ressources, en biométhane qui va substituer le gaz fossile. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est des petites usines à gaz, hein. C'est de l'industrie. Vous voyez le tuyau noir, c'est le tuyau qui arrive de la décharge. Là, on est sur une décharge à Alençon. Le gaz est aspiré, refroidi, on enlève les impuretés, on comprime dans un compresseur à vis lubrifié, on passe par la séparation par membrane, par la distillation cryogénique, avant d'alimenter le réseau de gaz naturel local qui alimente la ville d'Alençon. J'y suis peut-être juste pour revenir un tout petit peu sur la distillation cryogénique de ce ternaire, pour vous expliquer la complexité, puisque vous êtes des technologues. Quand on a voulu modéliser cette distillation un peu particulière, parce que ça n'avait jamais été fait, nous n'avions même pas ce qu'on appelle le coefficient d'interaction binaire entre ces molécules, puisque ça n'avait, encore une fois, jamais été fait, et il fallait recaler les équations. Donc on avait travaillé avec le laboratoire des phases de Fontainebleau pour trouver ce coefficient d'interaction binaire et recaler les modèles. Donc c'est pas de la recherche fondamentale, mais encore une fois, c'était quand même un peu innovant. Alors, on a une super innovation technologique, on est capable d'épurer un mélange de méthane et d'air. Maintenant, comment déployer, puisque c'était une des questions de Marc aussi, cette technologie au niveau mondial pour avoir de l'impact sur le climat, parce que c'est ce qui nous motive tous les matins quand on se réveille. Dans un contexte où les prix des énergies fossiles sont extrêmement volatiles, difficile de construire une entreprise industrielle qui a besoin de capitaux pour investir des usines qui vont produire un gaz renouvelable sur le long terme, quand le prix de votre molécule est en train de faire le yo-yo en permanence en fonction de tout un tas d'événements exogènes. Le dernier en date, toujours en cours, la guerre en Ukraine, qui a entraîné une crise énergétique assez conséquente en Europe. Et à côté de ça, une incapacité totale des politiques à mettre en place, je dirais, des mécanismes de régulation des externalités négatives de nos énergies fossiles. Il n'existe toujours pas de prix de carbone. On voit que dès qu'il y a une crise sociale ou économique, ça prime évidemment devant l'écologie, devant les aspects de bien commun de long terme. Et donc, il ne faut pas compter dans le développement d'une entreprise sur des politiques publiques. Évidemment, quand elles sont là, c'est génial. En France, on a un tarif d'achat pour le biométhane injecté, donc ça, c'est génial. Ça a permis à Waga Energy de se développer. Mais ça ne peut pas être le driver, et il ne faut surtout pas dépendre de ça pour développer une entreprise. Sinon, c'est quand même un peu acrobatique. Alors, comment faire pour déployer cette solution massivement? Là aussi, on continue à, gérer un peu innover. Vous l'avez compris, la Wagabox donc, va récupérer le gaz des décharges pour en faire du biométhane. Donc, on est vraiment le maillon manquant entre les opérateurs de gestion des déchets, donc les Veolia, Suez, Paprec, Séché, etc., pour qui on va en fait transformer cette pollution, ce coût, en une ressource, en un revenu. Et donc, ça améliore le bilan environnemental de l'installation et donc ça transforme une liability, un passif en quelque sorte en actif. Et on va produire du biométhane qui va être injecté dans les réseaux de gaz naturel pour alimenter les industries, les citoyens, etc. L'intérêt de ce biométhane, c'est que c'est le moins cher du marché, parce qu'il est issu d'un sous-produit de l'activité de traitement de déchets.
à partir du moment où on sait l'épurer, à un coût qui soit économiquement viable. Donc pour assurer en fait le déploiement de cette petite usine à gaz relativement complexe, on a décidé d'employer le même modèle qu'Air Liquide, c'est-à-dire de ne pas vendre ces technologies, mais d'être développeur, investisseur, exploitant, et d'assurer le succès des projets, de tous les projets, sans dépendre de tierces parties. C'est-à-dire que la logique économique derrière cette innovation, elle est là depuis la création de Waga. Comment produire un gaz renouvelable compétitif, indépendamment des politiques publiques. C'est le sous-jacent de la création de Waga. Si on peut déployer le biométhane au niveau mondial et aller équiper des installations de stockage en Colombie, au Mexique, au Brésil, en Asie ou ailleurs, dans tout un tas de pays où il n'y a pas de mécanisme de soutien aux politiques publiques, de soutien aux énergies renouvelables, il faut être capable de trouver des acheteurs de cette molécule à prix de marché. C'est ce que les renouvelables électriques ont réussi à faire dans les années 2010-2012. Jusque-là, c'était des politiques publiques qui aidaient au développement de ces énergies renouvelables. Depuis, c'est l'argent privé, et c'est plus en dizaines de millions ou centaines de millions, c'est en milliards, voire centaines de milliards, que les investissements sont faits dans ces énergies. C'est le même but que l'on poursuivait en créant Waga. Comment produire du gaz renouvelable à la parité réseau, c'est-à-dire sur une base marchande. Et on a été capable de le démontrer en 2020, alors que le gaz était vraiment pas cher, 12 € du mégawattheure, en signant en Espagne le premier contrat, ce qu'on appelle BPA, Biomethane Purchase Agreement, c'est-à-dire un contrat de gré à gré entre un acheteur intéressé pour sécuriser pendant 10 ans une production de gaz local et Waga Énergie. Et donc en développant les projets, en les finançant, en les construisant et en les exploitant sur des contrats de long terme, on assure le succès du déploiement de la solution. Alors c'est très très engageant d'un point de vue industriel, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, mais c'est, il me semble, la garantie du succès. Toujours avoir une logique économique, parce que c'est quand même le marché, l'instrument le plus puissant qu'on ait à disposition pour essayer d'agir dans la préservation aujourd'hui des communs. Alors juste très rapidement, tous ces projets, étant donné qu'on n'a pas le bilan d'Air Liquide, difficile d'investir ces usines qui coûtent chacune entre 3 et 20, parfois 30 millions d'euros, on a utilisé ce qui s'est fait justement dans les énergies renouvelables. Ce qu'on appelle des sociétés de projets qui vont en fait pouvoir lever de la dette bancaire avec quelques fonds propres de Waga Énergie. Cette société de projet étant donc ayant comme actif les contrats d'achat de gaz et de vente de biométhane, donc d'achat de gaz auprès des opérateurs de déchets et de vente de gaz auprès des énergéticiens. Et donc ce mélange de modèles de Air Liquide et de modèles d'énergie renouvelable avec cette innovation technologique nous permet aujourd'hui de déployer Waga en France, en Espagne, au Canada, aux US et le plus vite possible dans le monde entier. Et donc de cette idée de 2007 qui est devenue une société en 2015, on a quitté Air Liquide en 2015 parce qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre ce déploiement. Première mondiale en 2017, aujourd'hui on a 20 unités qui fonctionnent, qui donc récupèrent ce gaz et produisent du biométhane, dont la plus grosse unité de production de biométhane en France, 120 gigawattheures, c'est l'équivalent de 12 millions de litres équivalent essence, démarré juste au moment de la guerre en Ukraine. C'est autant de gaz qu'on n'importe pas de Russie. Et beaucoup d'autres projets en cours de construction. On va avoir une dizaine de démarrages dans les 6 mois aux États-Unis, au Canada, en France et dans le reste de l'Europe. Et cette technologie permet d'avoir donc des performances exceptionnelles en taux d'extraction et en termes de disponibilité, puisque là aussi, elles sont vraiment développées par nos soins, pour nous-mêmes, en tant qu'opérateurs. Ces performances nous permettent de nous assurer le soutien régulier des grands opérateurs, tels que Suez ou Veolia en France, Casella, qui est le numéro 5 des déchets aux États-Unis. Donc le biométhane, vous l'avez compris, issu d'installations de stockage de déchets, c'est un sous-produit de l'activité de traitement de déchets. On arrive à produire un gaz qui est compétitif, et donc on est sur le coût d'évitement de la tonne de CO2 équivalent le plus faible, voire parfois même négatif, quand on trouve un acheteur sans avoir aucun soutien public. Donc ça, en termes d'impact à très court terme, c'est majeur. Et donc depuis 2 ans, bon, ce qui est intéressant ici, c'est surtout ça. Vous voyez qu'on était à 0,8 TWh, on va être à 2,2 TWh, et on a 12 TWh dans le pipeline. Alors ça fait des petits chiffres par rapport aux centaines de TWh qu'un pays comme la France consomme, mais pour une jeune entreprise encore en phase je dirais, embryonnaire, c'est déjà assez conséquent. Et ce qu'on vise dans 2 ans, 2 ans et demi, c'est d'avoir 4 TWh installés, donc ça fait à peu près 1% de la consommation de gaz française, au niveau mondial pour nous.
660 000 tonnes de CO2 évitées et près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai gardé cette notion parce qu'encore une fois, l'innovation technologique, donc là, elle est là pour réparer en quelque sorte la planète, pour essayer de lutter contre ces émissions de méthane qui nous semblent la priorité. Mais si on ne le fait pas de manière économiquement viable, on ne trouvera pas les sous pour financer tous ces actifs. On ne peut pas dépendre ad vitam aeternam de soutien public, surtout dans les temps un peu perturbés qu'on a depuis quelques temps et qu'on risque encore d'avoir pendant quelques temps. Merci à tous pour votre attention.